Merci de nous choisir pour vous informer les grandes lignes de cette édition de la mi-journée. Le nouveau président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, prête serment ce samedi pour un mandat de 7 ans. Il a été élu le 28 décembre dernier avec plus de 86% des voix. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, assiste à la cérémonie d'investiture. Après la mobilisation de 200 millions de francs CFA par les Maliens établis à l'extérieur en guise de contribution à la construction du pays, le Conseil des ministres vient d'adopter une communication verbale relative au fonds de résilience de la diaspora. Promouvoir l'accès durable à l'assainissement à travers les objectifs de développement durable Horizon 2030, c'est l'objectif du projet Résilience urbaine de Bamako, Pruba, qui vient de remettre à Taoudini un lot de matériel et de kits d'assainissement. En Afrique du Sud, le ministre de la Défense ordonne l'ouverture d'une enquête sur les informations faisant état de la participation de l'Iran à des exercices navals des BRICS. Les responsables des fédérations aquatiques du Mali et de pentathlon moderne étaient ce jeudi face au ministre en charge des sports pour lui présenter les médailles remportées par les athlètes lors des récentes compétitions continentales. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Je suis Fatou Djabi pour vous servir. Tout d'abord, cette nouvelle, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a quitté ce matin Bamako pour Conakry, dans la capitale guinéenne. Il assiste ce samedi à l'investiture du général Mamadi Doumbouya, élu président de la République de Guinée le 28 décembre dernier, dès le premier tour avec 86,72%. Il entame ce jour un mandat de 7 ans à la tête du pays, conformément à la nouvelle constitution adoptée le 21 septembre 2025. Outre le président Goïta, la cérémonie d'investiture de Mamadi Doumbouya regroupe plusieurs dirigeants du continent et d'ailleurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Tchadje Kamara. Et puisque nous sommes déjà hors de nos frontières, nous y restons. Au Tchad, au moins 7 soldats ont été tués ce jeudi lors d'un affrontement avec les forces de soutien rapide à la frontière soudanaise. Cet incident est survenu dans un contexte de tension croissante entre ces deux pays, déjà marqué par des violences répétées. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'une conférence de presse par le porte-parole du gouvernement tchadien. L'Afrique du Sud. Le ministre de la Défense a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les informations faisant état de la participation de l'Iran à des exercices navals des BRICS. Cette enquête fait suite aux vives critiques formulées par les États-Unis à l'encontre des exercices menés la semaine dernière qui ont rassemblé des navires chinois, iraniens, russes et émiratis au large du Cap. Selon des sources locales, le président Cyril Ramaphosa avait donné des instructions de retirer les 3 navires de guerre iraniens des exercices pendant que le gouvernement iranien menait une répression meurtrière contre les manifestants. Et en Ouganda, le président sortant Yoweri Museveni, en tête de la présidentielle du jeudi dernier selon les résultats provisoires, il a obtenu plus de 75,38% des suffrages, contrairement à son rival Bobi Wine qui recueille 20,71% des voix. Le président de la commission électorale nationale a appelé la population à rester calme jusqu'à l'annonce des résultats définitifs prévus pour aujourd'hui. Et pour boucler en Égypte, le comité palestinien provisoire chargé de la gouvernance civile de la bande de Gaza durant la phase de transition post-conflit s'est réuni pour la première fois ce vendredi au Caire. Les travaux du dit comité s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du plan de paix américain annoncé récemment par l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient. Cette phase prévoit la mise en place d'une administration civile technocratique palestinienne. Elle est composée de 15 experts palestiniens issus du secteur clé de l'administration civile.
Retour à Bamako, je le disais au sommaire, le 31 décembre 2025, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine avait remis un chèque de 200 millions de francs CFA à son collègue de l'économie et des finances, issu du Fonds de résilience de la diaspora. C'était suite à l'appel lancé à l'endroit de nos compatriotes afin d'apporter leur soutien aux autorités pour faire face aux multiples crises qui secouent le pays. Ainsi, ce vendredi, le Conseil des ministres a adopté une communication verbale relative au Fonds de résilience de la diaspora. Pour plus de précision, écoutons le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur, Moussa Ag Atayer. Il est au micro de Mamadou Fani. Nous avons lancé un appel il y a de cela quelques semaines à l'ensemble de la diaspora malienne pour qu'elle s'organise afin d'apporter un appui aux plus hautes autorités dans le cadre des crises que rencontre le pays depuis un certain temps. Particulièrement les dernières crises qui ont impacté les populations maliennes. C'est dans ce cadre-là que le 31 décembre 2025, la première réponse de la diaspora nous est parvenue. 200 millions de francs CFA ont été mobilisés à la date du 31 décembre et nous avons organisé une cérémonie de remise du premier chèque de cette mobilisation de la diaspora au ministre des Finances. C'est pourquoi j'ai informé le Conseil des ministres de l'initiative du lancement du Fonds de résilience de la diaspora. J'ai informé également de l'organisation de la remise de ce premier chèque-là au ministre de l'économie et des finances comme première contribution de ce fonds de résilience de la part de la diaspora. Mais ça va continuer. Nous avons déjà d'autres réponses des Maliens de l'extérieur à travers le monde qui, à travers leurs organisations respectives, sont en train de préparer la prochaine remise également de leurs contributions. Nous avons choisi une forme simplifiée, mais plus réglementée de la gestion de ce fonds. C'est pourquoi nous avons impliqué directement le ministre de l'économie et des finances, qui est le dépositaire de ces aspects de gouvernance au sein du gouvernement. Tous les montants qui seront contribués seront remis officiellement devant les représentants de la diaspora au ministre de l'économie et des finances. Au-delà de la contribution financière de la diaspora, nous avons aussi appelé la diaspora intellectuelle à venir accompagner les pays. Et là aussi, la diaspora intellectuelle, à travers le programme Docten, est en train de répondre à cet appel. Des dizaines de professeurs, de docteurs, de chercheurs, d'intellectuels de la diaspora à travers le monde vont venir au Mali, encadrer des thèses, encadrer des doctorats, contribuer à la formation continue, intervenir dans les universités. Ça également, c'est un appel qui a été répondu. Et dans les prochains mois, la première cohorte d'intellectuels de la diaspora va venir pour justement accompagner les besoins intellectuels, les besoins de formation de notre pays. Du 23 au 25 janvier, Bamako abritera le premier salon de l'automobile du Mali. Il vise à contribuer à la structuration et à la valorisation du secteur de l'automobile au Mali comme levier de développement économique et social. L'information a été donnée ce jeudi lors d'une conférence de presse. Le salon est organisé par Magazine du Mali. Plus de détails avec Mariam Kone. À travers cette conférence de presse, le rendez-vous a été donné pour le premier salon de l'automobile au Mali du 23 au 25 janvier. Un événement qui entend mettre la mobilité au cœur du développement. C'est la concrétisation d'une idée mûrie par de jeunes Maliens pendant plusieurs années. Daouda Diarra, initiateur du salon. Cette idée m'est venue il y a longtemps, depuis 2008. J'ai vu le salon de l'automobile à la télé, je me suis dit qu'on peut faire la même chose au Mali. Vu que le secteur automobile est en pleine ascension au Mali ici, de faire en sorte que et les concessionnaires, et les revendeurs, et la population puissent vraiment bénéficier de ce secteur. L'événement se veut une plateforme d'échange entre les acteurs pour la promotion et la valorisation du secteur de l'automobile au Mali. Il ambitionne de réunir concessionnaires, importateurs, assureurs et amateurs d'automobiles autour d'une même vision. Moderniser et structurer le secteur. Alassane Kone, coordinateur du salon.
Le secteur de l'automobile emploie beaucoup de jeunes, que ce soit sur le plan formel, que ce soit sur le plan informel. Si on n'a pas des gens qui sont dans les mécaniques, et certains sont dans le branding des autos, d'autres dans l'assurance, d'autres dans les prêts immobiliers. Et nous, on s'est dit, on va essayer de réunir tout l'écosystème autour de l'automobile et puis d'en faire un salon qui sera encore plus bénéfique pour le Mali. Et dans ce salon, il y a des thématiques qui seront abordées, notamment le comportement même des Maliens sur la route. Souvent, on veut des voitures, mais on ne sait pas est-ce que c'est adapté dans nos réalités. Et nous avons des partenaires également qui vont exposer des voitures adaptées à notre réalité. Les échanges avec la presse ont tourné autour de l'organisation et de la participation d'autres pays africains. Les organisateurs ont assuré, avec l'appui des partenaires publics et privés, de faire de ce salon un événement annuel de référence. Pour eux, le parc des expositions de Bamako sera un lieu incontournable de la technologie de l'automobile du 23 au 25 janvier 2026. 13 heures passées de 11 minutes, l'évaluation des performances pour le semestre 2025 et la planification des actions de l'année en cours étaient au centre de la 15e session du conseil d'administration de l'Agence malienne de météorologie. Cela en vue d'une meilleure adhésion à la conformité des instruments de mesure et à la fiabilité des mesures dans notre pays. Fanta Mama Nientao nous fait le point. La 15e session ordinaire de l'Agence malienne de météorologie évalue les performances de l'agence pour le semestre 2025 et planifie les actions de 2026. Malgré un contexte particulièrement difficile et contraignant, le personnel de l'AMAM est parvenu à sensibiliser beaucoup d'acteurs de la météorologie. El Mamoun Ag Alassane, directeur général de l'Agence malienne de météorologie. En 2025, 11 650 instruments de mesure ont fait l'objet de vérification au niveau du district de Bamako et à l'intérieur du pays. Sur une prévision de 49 activités, 43 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 88%. La majeure activité réalisée porte sur l'acquisition de matériel météorologique. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous disposons d'un laboratoire équipé d'étalons météorologiques de qualité et d'un personnel qualifié compétent pour réaliser des prestations de qualité. Au regard des résultats satisfaisants enregistrés, le ministre de l'Industrie et du Commerce adresse ses félicitations au personnel de l'Agence malienne de météorologie. Moussa Alassane Diallo. Je les encourage à maintenir l'élan pour combattre l'utilisation d'instruments de mesure non vérifiés dans les transactions commerciales, la production industrielle, la santé, l'environnement, bref, la fraude sur la mesure sous quelque forme que ce soit. Le projet de budget, toutes sources de financement confondues, soumis à votre analyse et à votre appréciation, se chiffre en recettes et en dépenses pour l'exercice 2026 à 1 033 584 423 francs CFA. Les ressources propres sont estimées à 570 millions de francs CFA contre 545 millions de francs CFA en 2025, soit une progression de 4,6%. La subvention de l'État s'élève à 373 573 000 francs CFA en 2026 contre 549 974 000 en 2025, soit une diminution de 32,67%. À noter que l'Agence malienne de météorologie est un établissement public à caractère administratif dont la mission est de mettre en œuvre la politique nationale en matière de météorologie. D'une agence à une autre, les administrateurs de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes étaient également réunis à la faveur de leur 30e session ordinaire. Le projet de budget 2026 soumis aux administrateurs est équilibré en recettes et en dépenses à plus de 6 milliards de francs CFA. Un budget qui connaît une baisse de 2,32%. Les raisons dans ce compte-rendu de Ibrahim Kaou Konaté. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes a pour mission de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes en milieu rural comme urbain, diplômés ou non, en facilitant leur accès au marché du travail et au financement. Au cours des 5 dernières années, des acquis importants ont été enregistrés par l'APEJ, grâce notamment à l'appui des plus hautes autorités du pays. Drissa Guindo, secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Au cours de l'année 2025, il faut se féliciter de l'attention toute particulière accordée à l'APEJ par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à travers 2 importantes opérations, dont la remise en janvier 2025 d'un chèque géant de 1 130 867 423 francs CFA aux stagiaires du 13e contingent et la cérémonie d'engagement de 2500 nouveaux stagiaires en mars 2025 contre un effectif initial de 500
pour un coût de près d'1,5 milliard de francs CFA. Désormais, le nombre de 2500 bénéficiaires des stages de formation dans les services publics sera inscrit annuellement dans le plan d'action et le budget de l'APEJ. Cette année, à travers les 3 composantes du programme Emploi Jeunes, l'APEJ et ses partenaires ont obtenu des résultats significatifs. 14 893 jeunes ont bénéficié de formations et des chantiers écoles. 34 401 jeunes ont été accompagnés en entrepreneuriat. 700 promoteurs ont été financés. Cheikh Oumar Sow, directeur général adjoint de l'APEJ. Quand vous regardez le budget de l'APEJ, il y a un besoin de fonds propres. C'est aussi l'occasion pour nous en 2026 d'accroître donc les fonds propres afin de faire face, n'est-ce pas, à beaucoup d'investissements, n'est-ce pas, au profit des jeunes. La 30e session du conseil d'administration a ainsi permis d'examiner et d'approuver le budget 2026, arrêté à 6 390 184 000 francs CFA, marquant une légère baisse de 2,32% par rapport au budget rectifié de l'année 2025. Cette enveloppe permettra de toucher directement un peu plus de 17 300 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du projet Résilience urbaine de Bamako, PRUBA, la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle de pollution et de nuisances, à travers sa direction régionale de Taoudeni, vient de remettre un lot de matériel et de kits d'assainissement aux services techniques de la région ainsi qu'aux collectivités et à la société civile. Cette action vise à promouvoir l'action durable à l'assainissement à travers les objectifs de développement durable Horizon 2030. Najim Baba Sissé. C'est un important lot de matériel et kits d'assainissement remis par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle de pollution et des nuisances de Taoudeni aux services techniques régionaux, établissements scolaires, structures sanitaires, partenaires techniques et financiers et à la société civile de la région de Taoudeni. Le geste s'inscrit dans le cadre du projet de résilience urbaine de Bamako visant la promotion de l'accès durable à l'assainissement dans la région. Youssouf Diabaté, directeur régional de l'assainissement, du contrôle de pollution et des nuisances de Taoudeni. L'accumulation des déchets ménagers pose non seulement un problème de pollution de l'environnement, mais aussi un problème de santé publique. Et les risques pour la santé sont liés essentiellement au développement d'insectes vecteurs et de rongeurs. Ces matériels et kits se composent de 2 tricycles, des brouettes, des pelles, des râteaux, des bottes, des gants et des poubelles plastiques. Dr Mohamed Ould-Dubaï, directeur régional de la santé de Taoudeni, porte-parole des bénéficiaires. Donc ça permettra aux services régionaux et sub-régionaux de mieux améliorer et puis permettra à la région aussi de vraiment un peu diminuer vraiment l'effet de la pollution dans la région. Le projet Résilience urbaine de Bamako est une initiative du gouvernement du Mali soutenue par la Banque mondiale, comprenant 6 composantes, dont la composante intervention d'urgence contingente. Lassine Fané, conseiller au gouvernorat de Taoudeni. D'ici Horizon 2030, tous les Maliens auront accès à ces services d'assainissement durable qui préservent l'environnement, la santé et intègrent l'équité et le genre. Cette vision de la politique nationale d'assainissement repose sur des dispositions constitutionnelles au Mali relatives à l'assainissement, dont l'article 25 en simule la teneur telle que citée. La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tous les citoyens et pour l'État. Avec cette dotation, le taux de production annuel de déchets de la région, estimé à 1253 mètres cubes, connaîtra certainement une diminution considérable. Taoudeni Najim Baba Sissé à Koulibaly pour l'ORTM. 13h passées de 19 minutes dans l'actualité sportive. Ce jeudi, le ministre en charge des sports a accordé une audience aux responsables des fédérations aquatiques du Mali et de pentathlon moderne. Objectif, présenter les médailles remportées lors de récentes compétitions continentales. Et en football, le Nigeria et l'Égypte se retrouvent ce samedi pour disputer la 3e place. Famourou Djourté nous fait le point. Le Nigeria et l'Égypte ont marqué cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 de football par la régularité et la qualité de leurs prestations avant de voir leur rêve de titre s'envoler en demi-finale.
Impressionnant depuis le début du tournoi, les Super Eagles ont réalisé un sans faute en phase de groupe, avec 3 victoires en autant de matchs. En phase à élimination directe, les Nigérians ont successivement écarté le Mozambique 4-0 en huitième de finale, puis l'Algérie 2-0 en quart de finale. En demi-finale, ils ont résisté au Maroc avant de s'incliner au tir au but 4-2 sans avoir perdu dans le jeu. Avec 14 buts inscrits, le Nigeria affiche la meilleure attaque de la compétition, portée par le duo Victor Osimhen - Ademola Lookman, auteur à eux deux de 7 réalisations, 4 pour Osimhen et 3 pour Lookman. De son côté, l'Égypte a connu un parcours plus heurté mais tout aussi méritoire. Première du groupe B avec 7 points, la sélection égyptienne a arraché sa qualification dans une poule disputée avant de monter en puissance. En huitième de finale, les Pharaons ont dû attendre la prolongation pour venir à bout du Bénin 3-1 avant de créer la surprise en quart de finale en éliminant le champion en titre ivoirien 3-2. Leur aventure s'est arrêtée en demi-finale face au Sénégal, battu 1-0. En cas de victoire du Nigeria, ce 17 janvier 2026, face à l'Égypte, les Super Eagles signeraient leur 64e succès en Coupe d'Afrique des Nations. Un chiffre symbolique qui leur permettrait d'égaler le record de l'Égypte, nation la plus victorieuse de l'histoire de la compétition. De son côté, Mohamed Salah est tout aussi proche d'entrer un peu plus dans l'histoire du football égyptien. L'attaquant des Pharaons totalise actuellement 11 buts en Coupe d'Afrique des Nations, à seulement une longueur du record détenu par Hassan El Chazli, 12 buts. Meilleur buteur égyptien de l'histoire de la compétition. En plus de ces chiffres, le Nigeria et l'Égypte se connaissent bien. Les deux nations se sont affrontées 19 fois dans leur histoire. 7 victoires pour le Nigeria, 6 succès pour l'Égypte et 6 matchs nuls. Pour le match de cet après-midi, le Nigeria vise une 6e, 3e place dans la compétition. Pour l'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la CAN avec 7 trophées, l'enjeu est aussi de terminer sur une note positive. Entre la puissance offensive nigériane et l'expérience égyptienne, cette petite finale s'annonce comme un match de prestige, intense et engagé. Deux géants blessés dans leur orgueil, mais déterminés à quitter la CAN 2025 par la grande porte. Un duel de caractère, de talent et d'histoire pour une place sur le podium continental. Toujours en football, mais cette fois sur le plan local, la 9e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali prend fin ce samedi avec 2 rencontres. Djoliba AC AS Bakaridian de Baraouli et Stade Malien de Bamako FC Mali-Croix. Les deux matchs débutent à 16h temps universel. Hier vendredi, 11 créateurs s'est imposé 2-1 face à l'US Bougouni. L'AS Real a dominé Derby Academy 1-0. En ouverture de cette journée, jeudi, le FC Diarra a pris le meilleur sur l'association sportive de Korofina par 2-1. C'est par ce même score de 2-1 que Binga FC est venu à bout d'Afrique Football Elite. L'US Bougouba et l'US Fassa se sont neutralisés 2 partout. Pour terminer, le ministre en charge des sports a accordé une audience aux responsables des fédérations aquatiques du Mali et du pentathlon moderne. Cette rencontre, empreinte de fierté nationale, a été l'occasion pour les deux instances sportives de présenter officiellement les médailles remportées par les athlètes maliens lors de récentes compétitions internationales. Ismaïla Lengani, président de la Fédération malienne de pentathlon moderne. Aujourd'hui, le pentathlon moderne fait partie des meilleures fédérations en Afrique. Tout ça, c'est grâce à notre département de sport et nous en sommes très fiers. Engagés dans les épreuves de triathlon et de tir à laser, aussi bien en individuel qu'en mix, les représentants maliens ont fait preuve de détermination, décrochant au total 4 médailles de bronze. La Fédération aquatique du Mali n'a pas été en reste. En octobre et décembre 2025, 6 nageurs maliens ont porté haut les couleurs nationales lors du championnat de la zone 2 de natation à Accra au Ghana, ainsi qu'à la première Coupe d'Afrique de nage en eau libre organisée en Guinée. À l'issue de ces rendez-vous continentaux, le Mali a engrangé 3 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Mohamed Malikité, directeur technique national de la Fédération aquatique du Mali. Le Mali s'est classé 3e 4 fois 1500 au relais mix. C'était une première pour notre fédération et on est fiers de ça aujourd'hui. Saluant ces résultats, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a félicité les athlètes et les dirigeants fédéraux pour leur engagement et leur persévérance. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Le fait d'avoir ça fait plaisir. Je pense que nous devons renforcer davantage non seulement notre collaboration, mais également nous projeter. La compétition est très rude maintenant. Nous ne voulons plus aller faire de la figuration. Nous participons pour gagner. La rencontre s'est achevée par une séance de photos de famille, symbole de reconnaissance et de communion autour des succès sportifs.
Pour rappel, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a quitté ce matin Bamako pour Conakry, dans la capitale guinéenne. Il assiste ce samedi à l'investiture du général Mamadi Doumbouya, élu président de la République de Guinée le 28 décembre dernier, dès le premier tour avec 86,72%. Il entame ce jour un mandat de 7 ans à la tête du pays, conformément à la nouvelle constitution adoptée le 21 septembre 2025. Outre le président Goïta, la cérémonie d'investiture de Mamadi Doumbouya regroupe plusieurs dirigeants du continent et d'ailleurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Tchadje Kamara. Et c'est ce qui met un terme à cette édition réalisée par Koumba Sissako, Absé Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Au micro, je suis Fatou Djabi. Plaisir était pour moi de vous servir. Ne décrochez pas. Mohamed Sangaré est déjà sur place pour le journal interrégional. Je vous retrouve très vite sur Radio Mali. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous.